essentiellement de la tuberculose pulmonaire. Elle représente plus de 70% des cas en Algérie. Donc, c'est une forme très fréquente, la tuberculose pulmonaire, beaucoup plus fréquente que les tuberculoses extrapulmonaires que vous allez voir tout à l'heure avec Dr Arabe, qui ne représente que 25% en Algérie. Donc, la tuberculose maladie, c'est quoi? Quelle est cette définition? C'est une forme habituelle, c'est-à-dire la plus fréquente, qui est typique et qui est bactériologiquement prouvée, active, c'est-à-dire qu'on retrouve du BK dans cette tuberculose maladie. Donc, le diagnostic est très facile, il se fait grâce à la microscopie, donc à la bactériologie. Et parfois, la microscopie peut être négative, donc on va avoir recours à la culture. Et cette tuberculose maladie, soit c'est dû à une réinfection endogène. Qu'est-ce que ça veut dire, la réinfection endogène? Tout simplement, c'est un patient qui a fait probablement une tuberculose, une primo-infection tuberculeuse que vous venez de voir avec Dr Lemdani. Cette primo-infection tuberculeuse, vous le savez que 90% sont infectés, mais ne sont pas expressifs sur le plan clinique, mais un jour, avec l'âge, ou bien quand on a un état d'immunodépression qui va commencer à s'altérer, on peut faire ce qu'on appelle une tuberculose pulmonaire. Le BK qui était à l'état dormant dans les macrophages vont se multiplier, ils vont se disséminer et donner ce qu'on appelle la tuberculose maladie. C'est ce qu'on appelle la réinfection endogène. La deuxième chose, le deuxième phénomène qui peut survenir au cours de la tuberculose maladie, c'est la surinfection, mais elle est beaucoup plus rare. Qu'est-ce que ça veut dire la surinfection? C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait une tuberculose et que c'est une réinfection exogène. Les BK sont venus de l'extérieur, c'est quelqu'un qui m'a contaminé quand j'ai été en contact avec une source qui est positive. Ou bien tout simplement parce qu'il y a une faillite ou bien une altération de mécanismes de défense de l'hôte. Par exemple, je vous cite un exemple simple, quelqu'un qui fait une maladie immunitaire pour laquelle on va le traiter par des immunosuppresseurs. Au cours des immunosuppresseurs, on va détruire justement les cellules de défense et c'est là où il peut y avoir une tuberculose maladie qui va se réveiller. Alors, quelles sont maintenant les circonstances de découverte? Comment on arrive à découvrir justement une tuberculose maladie? On peut la découvrir lors d'un examen radiologique systématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lors d'un dépistage ou bien quelqu'un qui vient en consultation au DAT, il va me demander un certificat de physiologie. Donc, je vais lui demander une radiographie thoracique systématique et je retrouve des lésions évocatrices de tuberculose pulmonaire. Ou bien tout simplement, lors d'un dépistage d'un membre de la famille ou bien de quelqu'un au cours dans une école où il y a une maîtresse qui est contaminée, je ferai un dépistage à ses élèves ou bien à ses collègues et je retrouverai une tuberculose au niveau de la radiographie de façon systématique. Sinon, le plus souvent, c'est des patients qui présentent des signes respiratoires et des signes généraux qui sont chroniques, qui dépassent les 3 semaines, les 15 jours à 3 semaines. D'ailleurs, on vous le dit dans les IRA, tout signe fonctionnel durable qui vont au-delà de 15 jours, la radiographie thoracique standard est imposée, donc vous devez la faire pour rechercher éventuellement une tuberculose maladie. Alors, les signes généraux, c'est quoi? C'est les 3 A. Qu'est-ce que ça veut dire les 3 A? C'est l'asthénie, l'anorexie et l'amaigrissement, accompagnés souvent de sueurs nocturnes avec des fièvres qui ne dépassent pas en général les 39 degrés. Ça va le plus souvent, la moyenne est de 38,5. Les signes fonctionnels, c'est une toux qui est persistante. Elle peut être sèche au début, mais elle peut être aussi productive avec des crachats purulents, une expectoration purulente, et on peut avoir des hémoptysies. Pourquoi les hémoptysies? Les hémoptysies, on les a, c'est quand on a surtout des cavernes tuberculeuses. Parce que dans les cavernes tuberculeuses, il va y avoir une érosion au niveau du territoire bronchique. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une circulation systémique qui va se produire. Donc, il y a une néovascularisation qui permettra justement aux patients ou à l'effort de toux de faire des hémoptysies.
On peut avoir également une pneumopathie persistante. Devant toute pneumopathie qu'on a traitée sous antibiotiques usuels et qui ne part pas au bout de 15 jours, il faut redresser peut-être le diagnostic et dire c'est probablement une tuberculose pulmonaire et je dois obligatoirement faire la recherche de BK dans les crachats. Ou bien des bronchites aiguës à répétition, à intervalles courts. Donc, on vous dit, bon, c'est un syndrome grippal, et puis il se répète, il se répète. Donc, à ce moment-là, je vous dis, toute symptomatologie qui vous semble aiguë au départ et qui va vers la chronicité au-delà de 15 jours, la radiographie thoracique standard s'impose obligatoirement. Alors, la tuberculose pulmonaire, on la suspecte essentiellement sur la radiographie thoracique et elle touche préférentiellement les sommets et les segments postérieurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les sommets sont extrêmement bien ventilés et qui dit que les zones ventilées sont riches en oxygène. Et le BK, comme vous le savez, on a dû vous parler dans la primo-infection un peu du BK, qu'il est aérobique, c'est-à-dire qu'il adore l'oxygène. Il ne peut pas se développer ou se multiplier dans un milieu anaérobie. Il est obligé de se piluler ou de se produire dans des zones richement bacillifères, richement oxygénées, pardon. Les signes respiratoires, c'est l'atout. C'est l'atout qui est en général le maître symptôme, parfois des hémoptysies dans 10% des cas, de la dyspnée quand il y a des lésions étendues au poumon, bien sûr, quand elles se bilatéralisent, le patient il ne peut plus, bien sûr, il a une gêne respiratoire à l'effort, des douleurs thoraciques également, des signes généraux, comme je l'ai expliqué, les 3A, la fièvre, l'asthénie, l'amaigrissement et l'anorexie avec des sueurs nocturnes. Sur le plan clinique, l'interrogatoire doit rechercher les circonstances de découverte. Comment ça a été découvert? Est-ce que parce que tu as fait une radio standard à la recherche d'un boulot, donc on vous a demandé un certificat de physiologie, ou bien au cours d'un dépistage? Ça, vous devez le rechercher à l'interrogatoire, avec des antécédents de tuberculose. Vous le savez très bien qu'un tuberculeux peut refaire encore une autre tuberculose. Ça, c'est très important de détailler ses antécédents dans ce sens de tuberculose. Est-ce qu'il a été déjà traité pour une primo-infection, pour une tuberculose génitale, pour une tuberculose osseuse ou autre? Donc, c'est très important de rechercher ces antécédents. Est-ce que surtout pour les enfants, on recherche la notion de vaccination BCG? C'est important pour les enfants de moins de 10 ans, de moins de 15 ans, 10 ans plutôt, parce que ça permet de protéger l'enfant contre les tuberculose sévère que vous venez de voir, la méningite et la miliaire tuberculose chez les enfants. Et rechercher également le milieu socio-familial. C'est très important. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille, qui a un revenu mensuel? C'est quelqu'un qui vit bien? Est-ce qu'il ne vit pas dans la rue, un SDF par exemple? Tout ça, vous devez le rechercher. Est-ce que c'est quelqu'un qui est isolé socialement, il vit dans une chambre seule? Est-ce qu'ils sont une vingtaine dans une chambre? Ça, c'est très important. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est ce qui permet aux patients d'être observants. Si on n'a pas une bonne observance, parce que c'est un traitement chronique qui est très long, qui va jusqu'à 6 mois, parfois on va jusqu'à 12 mois dans certaines pathologies extrapulmonaires. Donc, c'est important de définir et d'identifier le milieu socio-professionnel et familial. Les signes physiques, en général, il n'y a pas d'examen. L'examen clinique est sans particularité. Il peut être asymptomatique et on peut avoir des signes respiratoires, des douleurs thoraciques avec des signes de pleurésie, bien sûr, ce qu'on appelle le syndrome d'épanchement pleural liquidien. Vous l'avez vu dans la tuberculose pleurale, le docteur Lemdeni a dû vous en parler de la pleurésie qui est une des plus fréquentes après la ganglionnaire et vous avez des signes généraux à rechercher. La radiographie thoracique, comme j'ai dit tout à l'heure, essentiellement, elle touche les sommets et les segments postérieurs. On peut retrouver une multitude d'images comme la caverne, des infiltrats îlo-axillaires, des images non spécifiques de pneumonie, une association avec une pleurésie. Voici, je les ai illustrées sous forme Docteur, oui, pourquoi les segments postérieurs? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont très bien ventilés. Enfin, ils sont très bien ventilés et c'est l'anatomie. Parce que
quand le BK est aspiré au niveau de la tuyauterie, elle est très simple d'aller vers les territoires postérieurs. Vous comprenez, c'est anatomique, tout simplement. D'accord, merci. De rien. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Sinon, vous m'arrêtez. Si vous voyez que ça ne va pas, il faut m'arrêter. D'accord? Et poser des questions au fur et à mesure. Il n'y a aucun souci. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Vous êtes là? Oui, oui, c'est très Oui. clair. Oui, Très merci. bien. Alors, sur le plan radiographique, vous voyez là des infiltrats, des micronodules, des clartés en oursin. Donc, vous voyez qu'il y a un infiltrat bilatéral et surtout, ça touche les sommets. Vous voyez que la préférence du BK pour se multiplier, c'est au niveau des sommets parce que c'est hyperventilé, donc il est riche en oxygène. Vous voyez ici une très jolie caverne tuberculeuse avec une image en raquette. C'est une hyperclarté avec un petit bas-fond. On va voir ça en radiographie. Je vais quand même en parler, mais on va illustrer tout ça, je crois, le jeudi avec le TD de radiographie. Et vous avez qui se continue vers le I par cette clarté tubulée qu'on appelle l'image en raquette. Qu'est-ce que ça veut dire la raquette de tennis, hein? C'est les gens qui connaissent un petit peu le jeu de tennis. Ils jouent avec la pelote grâce à la raquette qui contient la manche pour laquelle vous tenez. Et puis, vous avez le rond là qui accompagne la manche pour jouer avec la balle. Et sur le plan, regardez, sur le plan scanographique, elle nous montre encore mieux que la radiographie standard, cette jolie caverne qui est entourée d'une paroi épaisse. Il faut savoir que la caverne tuberculeuse ne vient jamais seule. Vous voyez qu'il y a des images satellites, c'est des petits nodules autour de cette caverne tuberculeuse. Est-ce que vous la voyez? D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Alors, maintenant, on a demandé la radiographie après les symptômes chroniques. Et là, on va demander un bilan biologique. Surtout, le bilan biologique n'est pas très nécessaire. C'est surtout la microbiologie. On peut demander un syndrome inflammatoire si le malade se plaint de signes extra-respiratoires. Et on peut demander des BK comme les crachats, le liquide gastrique. Quand les crachats, quand le patient arrive à cracher, il fait une toux et qu'avec productrice, à ce moment-là, on va faire les crachats directement. Sinon, on fait ce qu'on appelle l'aspiration gastrique. C'est un malade qu'on laisse à jeun au lit. Il ne doit pas se lever le matin, pour lequel on doit faire rentrer une sonde gastrique et on aspire au moins 5 à 10 cc. Si on n'arrive pas à aspirer, on injecte un peu de sérum physiologique et puis on fait un petit lavage et on retire grâce à cette sonde gastrique. Sinon, on fait le liquide d'aspiration à la fibroscopie bronchique directement. La mise en culture, bien sûr, quand la microscopie est négative et que les lésions ne sont pas cavitaires, en général, les lésions cavitaires, vous avez de la nécrose, donc des cavités, c'est là où on a une richesse en BK. Si maintenant l'expectoration est négative, la microscopie est négative, on est obligé d'ensemencer le liquide ou bien les crachats qui ont été aspirés en culture sur le liquide de Lowenstein, Janssen. Je ne sais pas si vous allez faire de la microbiologie, mais vous l'avez fait déjà, je pense, et vous le laissez pousser le BK pendant 4 à 12 semaines. Ça va de 28 jours jusqu'à 72 jours. Alors, devant toute tuberculose pulmonaire, un bilan pré-thérapeutique s'impose. On doit faire quand même une formule qui permet de vous éliminer, si vous n'êtes pas devant une pneumonie bactérienne, c'est-à-dire à agent pathogène banal, c'est des germes banals, ou bien un bilan hépatique, pas pour tout le monde parce que ça coûte cher et en même temps ça nous fait perdre du temps. On ne demande un bilan hépatique que lorsqu'on a des antécédents d'éthylyse, d'hépatite B, C, etc. Un patient
un terrain particulier. On peut demander bien sûr un bilan rénal, l'urée, la créatinémie, et nous, en consultation au DAT, on fait juste la chimie des urines pour voir s'il n'y a pas de protéines, s'il n'y a pas d'acétone pour détecter éventuellement un diabète, et s'il n'y a pas de sang. Et à ce moment-là, on est obligé de demander plus d'investigation à la recherche d'une atteinte rénale. On peut demander une urécémie pour les gens qui font la goutte parce que le traitement antituberculeux peut aggraver la goutte, peut donner des douleurs articulaires. Donc, on est obligé de faire un bilan dans le sens de rechercher s'il n'y a pas aggravation de l'urécémie pour les gens qui sont suivis pour la goutte. Il ne se fait pas de façon systématique obligatoirement. Le bilan ophtalmologique pour les gens qui ont un problème, par exemple, de champ visuel, parce que, vous le savez, on va voir maintenant les traitements, qui a des effets secondaires sur les yeux, notamment la vision des couleurs et la réduction du champ visuel qui est faite par l'éthambutol. Donc, on est très très à cheval par rapport à ces effets secondaires qui peuvent apparaître au cours du traitement. Donc, le diagnostic est évoqué chez tout patient qui présente des symptômes respiratoires durables qui sont au-delà de 15 jours et qui sont évocateurs. Quelqu'un qui maigrit, qui fait de la fièvre au long cours, ce n'est pas un germe banal. Le germe banal, il va tuer rapidement, en aigu. En une semaine, on ne peut pas aller au-delà d'une semaine. Si vous avez un staph ou un pneumocoque, le malade va mourir si vous ne donnez pas un traitement antibiotique, contrairement à la tuberculose. Mais par contre, elle a le temps de détruire. Est-ce que vous savez pourquoi cette lenteur des symptômes de la tuberculose par rapport aux agents pathogènes banals? Est-ce que vous le savez? Dites-moi. Est-ce que vous le savez? Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Ah, très bien. Est-ce que vous le savez? Eh bien, tout simplement parce que le BK est à multiplication lente, d'où le traitement au long cours. Il ne se multiplie pas de façon rapide. Il a tout le temps de se multiplier. C'est toutes les 8 heures, 12 heures et 24 heures, voire 24 heures. Vous voyez la lenteur de sa multiplication, d'où l'intérêt de combiner des traitements et de le donner au long cours, contrairement aux agents pathogènes qui ont une multiplication rapide. D'où l'intérêt de donner un traitement rapide, évidemment. Le diagnostic de certitude, il se fait grâce à la bactériologie, à la recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants. Pourquoi? Parce qu'on met de l'acide et on met de l'alcool, le BK résiste. Ce n'est pas comme le germe ou le virus, par exemple, comme le coronavirus, qui est sensible à l'alcool ou gel hydroalcoolique. Le BK n'est pas sensible, il est très résistant grâce à sa coque qui le protège, qui est très épaisse. Alors, la tube, soit à la microscopie, bien sûr, à l'examen direct, ou bien à la culture, le diagnostic. Je l'ai déjà dit. La tuberculose afrotypositive, on va vous répandre un plus et on va vous donner le nombre de barres par champ, par 100 champs et par, voilà comment on fait en général. La tuberculose afroty-négative, mais culture positive, on l'appelle M0C+. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire microscopie négative ou culture positive. Et là également, vous pouvez avoir M-, microscopie négative, culture positive. Est-ce que c'est clair pour tous? Sinon, vous me faites, si vous n'arrivez pas, vous pouvez m'écrire, hein, donc il n'y a pas de problème. D'accord? D'accord. C'est clair. Très bien. Alors, arrivons maintenant au traitement. Il y a des règles générales, bien sûr, au traitement antituberculeux. Je viens de dire qu'il a une multiplication très lente, qui va jusqu'à 24 heures, 12 à 24 heures, d'où l'intérêt d'associer plusieurs drogues. Et elle doit être en prise unique, quotidienne, à jeun le matin. La posologie, elle est forcément adaptée au poids parce que ce sont des molécules, c'est une thérapeutique très toxique. Donc, il faut faire très attention. C'est un traitement assez lourd. Aux fonctions rénales, bien sûr, si j'ai une insuffisance rénale, je ne vais pas la traiter de la même façon que quelqu'un qui a un rein sain.
Je ne dois pas traiter également un malade qui est en insuffisance hépatique comme un malade qui est sain, qui n'a pas d'antécédent hépatique. Vous voyez, quand j'ai une insuffisance hépatique, un cirrhotique ou bien quelqu'un qui est suivi pour une hépatite C en cours de fibrose, à ce moment-là, je prendrai mes précautions et je dois donner des doses minimales. C'est très important et la surveillance, elle est autre qu'un sujet qui n'a pas d'antécédent hépatique. La surveillance, elle doit être régulière, clinique, radiographique, biologique et bactériologique. Alors, quand est-ce que je dois surveiller? Je donnerai mon traitement antituberculeux. Je ne vais pas lui dire de revenir demain, bien sûr que non. Et vous savez que c'est une prise en charge multidisciplinaire. On a des agents qui sont spéciaux et qui sont formés pour la tuberculose. Il y a des agents qui sont formés pour faire une intradermoréaction à la tuberculine. C'est pour cela que le programme national de lutte antituberculeuse en Algérie est un des meilleurs au monde. Je vais vous le dire encore, il est classé par les meilleurs programmes nationaux au monde de lutte antituberculeuse. Vous savez qu'on est passé de 132 cas par 100 000 habitants à 50 cas par 100 000 habitants à ce jour. Imaginez après l'indépendance, en 62, on n'est pas encore né, eh bien, vous voyez qu'il y a eu quand même 150 cas par 100 000 habitants. C'est énorme. Et grâce à ce programme national de lutte antituberculeuse, il y a une diminution de TP1+, en Algérie, et bien sûr de toutes les formes de tuberculose pulmonaire, de tuberculose, qu'elle soit pulmonaire ou autre. Bien sûr, la surveillance clinique, on dit aux patients, voilà, on vous donne un traitement. Mais si jamais vous avez des effets secondaires, vous avez quoi que ce soit comme problème, un prurite, ou bien des vomissements, ou bien vous avez une éruption qui apparaît, vous revenez nous voir le plus tôt possible. Il y a toujours un médecin au dispensaire qui s'occupe de ça. D'accord? Et s'il n'y a aucun effet secondaire, on le laisse et on le revoit 2 mois après. On ne va pas refaire la radio. Je vous ai dit que c'est une multiplication longue. Ce n'est pas comme une pneumonie à germe banal où je dois refaire un contrôle au bout de 10 jours. Ici, je la referai qu'au 2e mois. Je convoquerai mon malade au 2e mois pour vérifier s'il n'a pas une reprise évolutive clinique, des symptômes qui sont encore revenus après les avoir perdus, le malade peut revenir avec d'autres symptômes. Et je dois vérifier la radio. Est-ce qu'il y a une diminution des lésions? Il y a cicatrisation, il y a des calcifications qui apparaissent. Ça veut dire que mon traitement est efficace, qu'il n'y a pas de détérioration radiologique. Mon traitement est efficace, Dieu merci. Donc, je vais continuer et je ferai également la bactériologie, essentiellement la recherche de BK au 2e mois. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Vous devez, et c'est une obligation, vous devez lire le guide national qui est sur le site. C'est le programme national de lutte antituberculose en Algérie. Il a été édité en 2011, le tout dernier. D'accord? Vous le lisez parce qu'on ne peut pas tout faire en cours. Ce n'est pas possible. La tuberculose s'enseigne pendant 1 année pour pouvoir comprendre toute la tuberculose. Maintenant, quels sont les médicaments qui sont disponibles, dont on utilise pour les patients? D'abord, le premier, l'isoniazide, qui est donné à 5 mg par kilo, qui a une toxicité hépatique très importante. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que je dois faire attention, rechercher les antécédents chez les patients à l'interrogatoire. Si c'est quelqu'un qui est suivi pour hépatite, pour une cirrhose, pour une fibrose hépatique, pour un problème, quel que soit le problème hépatique, ou bien ces patients qui prennent des traitements qui sont éliminés par la voie biliaire, il faut quand même vérifier tout cela. OK? Vous avez la rifampicine qui est de 10 mg par kilo, donc on le fait par poids, vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'apprendre le tableau qui est justement donné directement avec le poids et les médicaments. Nous avons donc une toxicité hépatique comme effet secondaire parce que c'est un inducteur enzymatique. Et je vais insister sur l'isoniazide et la rifampicine. C'est la pierre angulaire du traitement antituberculeux dans toutes ses formes.
l'INH, qu'on appelle l'INH en abréviation, et la rifampicine par R. Eh bien, ce sont deux drogues très importantes. Et on fait très attention à ces deux drogues pour qu'elles ne deviennent pas résistantes, pour que le malade ne devienne pas résistant à ces deux drogues qui sont très importantes, qui sont des bactéricides d'appoint. Ce ne sont pas des bactériostatiques, ce sont des bactéricides et qui sont importantes. C'est grâce à ça qu'on a une réponse favorable au traitement antituberculeux. Bien sûr, il y a d'autres qui sont des bactériostatiques qui sont aussi importants. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais qui sont importants. C'est qu'on est fichu. Quand on a une résistance à la rifampicine et à l'INH, malheureusement, l'éthambutol et le pyrazinamide seul ne suffit pas. On est obligé de donner des drogues qui sont beaucoup plus lourdes que l'INH et la rifampicine. L'éthambutol, il a une élimination rénale. C'est pour ça qu'il a une toxicité ophtalmologique, d'où l'intérêt de rechercher s'il n'y a pas une insuffisance rénale. Il s'élimine. Une partie s'élimine par la voie biliaire, une autre partie, la plus grande partie, par la voie rénale. Il est donné à raison de 20 mg kg. Vous avez le pyrazinamide, c'est 30 mg kg. Il fait également toxicité hépatique. Il donne également des crises de gouttes avec des douleurs articulaires. Rappelez-vous que je vous ai dit, on fait l'urécémie, on fait un bilan hépatique, un bilan rénal pour les gens qui ont des antécédents, des comorbidités comme un problème rénal, un problème hépatique ou un problème visuel. Maintenant, quelles sont les indications thérapeutiques? Dans quel cas on doit utiliser ces drogues, les 4 drogues principales, c'est ce qu'on appelle la quadrithérapie. Dans une primo-infection, la forme asymptomatique, on donne ce qu'on appelle la chimioprophylaxie. Ça, je pense qu'il a été détaillé par le docteur Lemdani. La forme asymptomatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la primo-infection, je ne sais pas, probablement vous-même, vous allez faire une IDR à la tuberculine, vous allez la trouver fortement positive. On ne va pas la faire à tout le monde, évidemment, mais il peut y avoir une IDR fortement positive. Dans la forme asymptomatique, et comment on les recherche de façon systématique, c'est quand j'ai un cas positif, par exemple, j'ai un papa ou une maman qui est positif dans la famille, et je dois obligatoirement faire un dépistage autour de ce cas index, qu'on appelle le cas index ou le cas contact. Et je ferai, pour les enfants de moins de 15 ans, je dois faire une IDR à la tuberculine parce que je crains toujours les formes sévères chez l'enfant, notamment la méningite et la miliaire, et je verrai. Si j'ai une IDR au-delà de 15 mm de diamètre, je dois obligatoirement traiter cet enfant parce que la primo-infection artificielle provoquée par le BK, par le BCG, elle ne dépasse pas les 15 mm. Par contre, une primo-infection latente, qu'on appelle la forme asymptomatique latente, parce qu'il y a une différence entre patente et latente. Patente, elle est expressive sur le plan clinique, il y a des symptômes, mais la latente, elle n'est détectée par l'intradermoréaction à la tuberculine. Dans ce cas-là, je donnerai la chimioprophylaxie. Vous voyez, je donne les principales drogues, soit l'INH pendant 6 mois, soit l'INH associé à la rifampicine pendant 3 mois. Nous, en Algérie, c'est ce qu'on préfère faire, parce que comme on est quand même un pays d'endémie intermédiaire de tuberculose, on essaye de préserver la rifampicine au cas où le malade va interrompre son traitement, il va nous faire des résistances à la rifampicine. Et qui dit résistance à la rifampicine, dit résistance à l'INH. Est-ce que vous m'avez comprise? Vous êtes avec moi? Oui, oui. Vous avez compris? Oui, c'est bon? Clair. Oui. Très bien. Alors, la forme asymptomatique, vous voyez qu'il y a la forme asymptomatique, c'est une chimioprophylaxie. Je répète parce que je sais que le docteur Lemdani l'a fait, mais quand même, je vais la répéter. La forme symptomatique qui présente par exemple une adénopathie ou bien comment on appelle, une éruption comme l'érythème noueux, je dois traiter. À ce moment-là, ce n'est plus une chimioprophylaxie parce qu'il y a des symptômes cliniques, il y a des signes physiques. Je dois la traiter comme une tuberculose maladie.
Par exemple, un enfant qui me fait une IDR à la tuberculine supérieure à 15 mm, avec une adénopathie hilaire profonde ou périphérique, bien sûr que je dois la traiter. Je dois traiter comme étant une tuberculose, comme une tuberculose tout cœur. Hein. Alors, la tuberculose maladie, c'est une quadrithérapie. Tuberculose pulmonaire, quadri veut dire 4 drogues pendant 2 mois, puis bithérapie pendant 4 mois, puis 2 drogues pendant 4 mois. Pourquoi 4? Il y a l'éthambutol, il y a la pyrazinamide, parce qu'ils éliminent le maximum de bêta intra- et extracellulaire. C'est pour ça qu'au début, dans la phase initiale, on donne 4 drogues. Et puis, on va maintenir les drogues principales qui sont rifampicine, isoniazide pendant 4 mois. Il y a d'autres mesures complémentaires parce qu'on ne donne pas un traitement, voilà, vous avez ce traitement, vous le prenez le matin à jeun et vous partez. Non, vous devez éduquer le patient. Ça, c'est très important. On a des infirmiers qui sont éduqués à la thérapeutique de la tuberculose. On doit éduquer le patient ou l'entourage. Si c'est un patient qui a un terrain psychiatrique, un vieux, ou bien nous avons des enfants, c'est l'entourage qu'on doit éduquer en disant, voilà le traitement, il doit le prendre sans l'arrêter. Il ne doit jamais l'arrêter sans l'avis de son médecin. Et si vous avez quoi que ce soit comme effet secondaire, vous revenez dès demain, parce que ça travaille tous les jours au dispensaire. Vous revenez nous voir et c'est le médecin qui doit prendre la décision, qui va vous donner l'attitude qu'il faut prendre. Jamais arrêter seul. Il ne faut jamais arrêter le traitement. Le prendre de façon régulière chaque matin pendant 6 mois. Sinon, attendez, il y a des conversations. Je vais essayer de voir. Il y a 2 conversations. Non, je crois que c'est bon. Alors, il y a une question qui me dit, est-ce que la primo-infection latente ou patente, le malade est contagieux? Non, on vous l'a déjà expliqué. La primo-infection, qu'elle soit latente, alors là, la latente, je vous ai dit vous-même, vous faites une IDR, vous pouvez retrouver une IDR fortement positive, vous n'êtes pas du tout, vous ne contaminez pas. La seule source de contamination, c'est la tuberculose à microscopie positive ou à culture positive, c'est la tuberculose pulmonaire. C'est la source de contamination. Il peut y avoir une caverne tuberculeuse durant la primo-infection. Elle peut évoluer. La primo-infection, j'ai une adénopathie, par exemple, chez un enfant et que je n'ai pas traitée. Elle est compressive. Et bien, cette adénopathie va augmenter de volume, elle va se ramollir et elle va se fistuliser. Elle peut se fistuliser dans les branches et vous donner une tuberculose pulmonaire commune, post-primaire. C'est ce qu'on appelle la tuberculose pulmonaire post-commune. Est-ce que mademoiselle Selma a compris? Est-ce que c'est bon? Oui, oui, merci. Alors, on donne une alimentation hypercalorique, oui, surtout les vieux. Ils deviennent cachéxiques, surtout quand on découvre la maladie tardivement et qu'on la traite un peu tardivement. Donc, c'est important de donner un apport calorique parce qu'ils maigrissent également. La déclaration est obligatoire. Toute tuberculose pulmonaire. C'est grâce à cette déclaration qu'on pourra se situer parmi le monde entier. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a ce qu'on appelle un paramètre qui est important, que vous avez vu avec le professeur Benchari, le RAI, le risque annuel d'infection, combien on est, où on est situé, où, est-ce qu'on est dans la forte endémie, est-ce qu'on est dans l'endémie intermédiaire ou bien la faible endémie. Eh bien, nous, en Algérie, on est pratiquement arrivé à la faible endémie. On est intermédiaire et c'est très bien. Et bien sûr, les mesures complémentaires, c'est de faire une enquête autour d'un cas index ou bien le dépistage des sujets contacts qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, on va arriver aux catégories des traitements antituberculeux. D'accord? C'est quoi ces catégories des traitements? Je les ai cités tout à l'heure. Vous avez les médicaments essentiels et la DCI. C'est quoi la DCI? C'est la dénomination chimique internationale. Alors, pour l'abréviation,
DCI, dénomination chimique internationale. Vous avez la posologie en milligrammes kilo et par jour, donc il faut absolument connaître de façon adéquate le poids du patient. Et vous avez les formes et le dosage. Vous avez des comprimés à 100 à 300 pour l'INH et vous avez également la voie d'administration. En général, elles sont toutes par voie pérosse, sauf la streptomycine et on verra quel est le rôle de la streptomycine. L'isoniazide, c'est son nom de DCI, c'est le nom chimique international, c'est le H. Et là, vous avez, nous, on donne 5 mg kilo. On prend toujours la moyenne entre 4 et 6 mg kilo. On calcule la moyenne, c'est 5 mg. C'est ce qu'on donne comme ce qu'on appelle la dose usuelle au patient. Mais si j'ai, par exemple, une insuffisance hépatique, je ne vais pas donner 5, mais je vais donner la dose minimale qui est 4. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tout le monde me suit. Alors, vous avez des comprimés à 100, vous calculez. Si c'est les comprimés de 100 qui vous conviennent, vous donnez les comprimés de 100. S'ils dépassent par exemple les 300, il vaut mieux donner un comprimé de 300 que donner 3 comprimés de 100. Le malade, plus il voit le nombre de comprimés, déjà c'est assez lourd, vous lui donnez encore le nombre de comprimés de 100. S'il mérite, s'il a 600 milligrammes. Par exemple, je retrouve chez un patient qui a pesé 15 kilos et je donne 300 milligrammes. Il est 30 kilos, il fait 600 mg d'INH. Je vais choisir le 300 mg. Je donnerai 2 comprimés de 300. Je ne vais pas m'amuser à lui donner 6 comprimés de 100. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a les différents dosages. Ça, c'est pour les enfants et c'est pour les adultes qui sont cachéctiques, parce qu'on peut avoir des adultes qui pèsent 48 kilos, 36 kilos dans des formes très sévères. Donc, et la voie d'administration, elle est orale. Rifampicine, elle est représentée par la lettre R majuscule. La dose moyenne, elle est 10. La minimale, elle est de 8. Ce sont des comprimés ou des gélules à 150 et à 300 et elles se donnent par voie pérosse. Vous avez le pyrazinamide qui est représenté par la lettre grand Z. La dose moyenne, c'est de 25, la dose minimale est de 20, la dose maximale est de 30. Ce sont des comprimés de 400 mg et la prise, elle est pérosse. L'éthambutol, c'est le grand E. La dose moyenne, elle est de 15. La minimale, elle est de 15 et la maximale, elle est de 20. Ce sont des comprimés de 400 et la voie, elle est pérosse. Vous avez la streptomycine. Je vous l'ai donnée pour savoir qu'avant, on l'a donnée, mais plus maintenant. Vous savez que maintenant, la streptomycine, elle est remplacée par l'éthambutol depuis l'apparition du VIH pour éviter, justement avant, parce qu'on n'avait pas du jetable, on n'avait pas des seringues à usage unique, on utilisait des seringues à verre et on a, par peur de la mauvaise stérilisation de ces seringues, on a introduit l'éthambutol à la place de la streptomycine. Mais la streptomycine reste quand même un médicament qui est toujours commercialisé et qu'on ramène parce qu'on peut l'utiliser dans certains régimes qu'on verra plus tard. Donc, elle est donnée de 15 mg kilo. Ce sont des ampoules et la minimale, elle est de 12 à maximum de 18 mg. Ce sont des ampoules d'1 gramme. C'est la seule forme injectable. Alors, maintenant, vous le savez, au lieu de donner, on s'amusera à donner, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, chaque médicament seul, ça vous fait, on peut aller jusqu'à 20 comprimés jour. Donc, ça a été beaucoup plus intelligent de combiner les drogues. Alors, on a combiné les 2 drogues qui sont les drogues bactériostatiques et qui sont les drogues d'appoint de la tuberculose, c'est l'INH et la rifampicine. 75, un dosage de 75 à 150 pour l'adulte et pour l'enfant, c'est de 30 à 60 mg. Vous avez l'isoniazide, la rifampicine, pyrazinamide, 3 drogues qui sont, c'est ce qu'on a en Algérie, c'est ce qu'on donne aux patients pour pouvoir diminuer le nombre de comprimés à avaler par jour, parce que c'est énorme. Imaginez, si on donne chacun seul, vous allez avoir toute une bouteille de comprimés à avaler en un jour. C'est quand même énorme. Vous avez l'INH, rifampicine et ethambutol avec ses dosages de 75, 150 et 275. C'est la même chose ici pour l'enfant. Et vous avez l'INH, la rifampicine,
plus pyrazinamide et l'éthambutol, les 4 drogues, c'est ce qu'on donne. Sauf maintenant, si on a, par exemple, je cite un exemple, j'ai un patient qui fait une tuberculose pulmonaire pour lequel je dois donner ces 4 drogues, RHZ2E, d'emblée, combinées dans un comprimé. Mais malheureusement, ce patient me fait, peut-être qu'il fait un purpura thrombopénique à la rifampicine. Je ne peux pas donner la rifampicine. C'est très dangereux. C'est un effet secondaire majeur de la rifampicine. C'est un purpura thrombopénique. Je dois l'éliminer et peut-être je vais aller vers une forme séparée, l'INH, pyrazinamide et ethambutol, pour éviter la rifampicine. Est-ce que c'est clair les exemples? Pourquoi on a combiné et pourquoi parfois on est forcé de donner une thérapie séparée? C'est clair? Oui, c'est clair. Alors, maintenant, on va parler des catégories de malades. On a la catégorie 1, c'est quoi? Vous allez entendre parler de catégories. Maintenant, on pose de plus en plus de questions au QCM, à l'étudiant. On parle des catégories. C'est quoi les catégories? Eh bien, c'est tous les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire, c'est-à-dire tout patient présentant une tuberculose pulmonaire, qu'elle soit à microscopie positive, à microscopie négative, mais culture positive, ou à microscopie négative, lésions évolutives, non cavitaires. À ce moment-là, il est dans la catégorie 1. Si j'ai une primo-infection avec opacité pulmonaire, je vous ai cité tout à l'heure un exemple d'un enfant qui fait une primo-infection avec un ganglion, avec une atélectasie. Là, je dois le classer dans la catégorie 1. Les TEP sévères, vous n'avez pas encore vu les TEP sévères. Les TEP sévères, la plus sévère reste la méningite. C'est très important. C'est une tuberculose extrapulmonaire très sévère. La tuberculose miliaire, qui est une TEP, qui n'est pas une maladie pulmonaire. La tuberculose extrapulmonaire, la miliaire, elle est dans la tuberculose extrapulmonaire. C'est une maladie hématogène. Le BK circule dans le sang. Il a une voie lymphatique ou une voie sanguine. Catégorie 2, c'est toute tuberculose déjà traitée. Par exemple, j'ai été traitée pour une tuberculose pulmonaire en 90, par exemple. Et j'ai repris, cette année, j'ai fait une tuberculose pulmonaire. J'ai le droit de refaire une tuberculose pulmonaire parce que mon état a baissé, mon état immunitaire a baissé, tout simplement par le surmenage, ou bien j'ai été en contact avec une source de contamination très contagieuse. Eh bien, je vais la placer, pas dans la catégorie 1, je vais la placer dans la catégorie 2. Tous les cas de tuberculose déjà traités, qu'elle soit dans la rechute, la reprise évolutive et l'échec. Donc, je vais définir ce que c'est. Tous ces paramètres, il faut les connaître. Parce qu'on vous pose des questions, s'agit-il d'une rechute, d'une reprise évolutive dans les QCM ou d'un échec? La catégorie 3, eh bien, toute PIT, c'est-à-dire primo-infection tuberculose patente, mais sans image pulmonaire. Je vous donne un exemple. J'ai une primo-infection patente avec 20 mm d'IDR, de diamètre, avec un érythème noueux. Bien sûr que je dois la classer dans la catégorie 3. Il n'y a pas d'atteinte pulmonaire. Eh bien, toutes les tuberculoses extrapulmonaires communes, comme la tuberculose pleurale, la tuberculose ostéo-articulaire, etc. Sauf la catégorie 1, la méningite et la miliaire, je vous ai dit. Catégorie 4, c'est les cas chroniques. Qu'est-ce que ça veut dire, les cas chroniques? Les cas chroniques, c'est échec de la deuxième ligne. C'est-à-dire que j'ai donné un régime de première ligne, ça n'a pas marché, je suis aux deuxième ligne. À ce moment-là, il est dans la catégorie 4. Et il y a les multirésistants. Ça veut dire qu'ils résistent à la rifampicine et à l'INH, à tous les traitements antituberculeux. Et là, dans tous les cas chroniques, dans la catégorie 4. Maintenant, je vais définir et classer les malades déjà traités en première ligne. Qu'est-ce que c'est qu'une rechute? Qu'est-ce que c'est qu'une reprise évolutive? Qu'est-ce que c'est qu'un échec? Une rechute, c'est un malade traité, déclaré guéri, qui présente à nouveau une tuberculose pulmonaire évolutive prouvée, soit par 2 examens bactériologiques positifs, vous voyez, soit un examen positif plus détérioration radiologique. Ça, c'est important et c'est très bien décrit dans le guide de la tuberculose. Je vous conseille ce week-end
essayez de le voir, de prendre note les plus importantes et de les apprendre. Hein, le traitement, les effets secondaires, les catégories de traitement, les rechutes, la reprise évolutive et l'échec. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la reprise évolutive? Qu'est-ce que c'est que la reprise évolutive? C'est la réapparition de bacilles après une interruption prématurée du traitement au-delà de 2 mois. Je m'explique. C'est quelqu'un à qui j'ai donné le traitement, il n'est pas observant. C'est pour ça qu'il faut toujours, je prends quelqu'un qui est toxicomane, je lui donne un traitement de tuberculose. J'en suis à 100%, il ne va jamais le prendre. Il va prendre pendant 3-4 jours et puis c'est pour cela que c'est important d'avoir une éducation thérapeutique et peut-être même de responsabiliser un membre de la famille. Un SDF à qui je donne un traitement tuberculeux, ça nous arrive de les retenir dans le service pendant 6 mois. Parce que s'ils vont ailleurs, s'ils vont dans la rue, ils ne prendront jamais leur traitement. Ils vont être une source d'infection pour la population générale. Vous voyez un petit peu. Donc ici, un malade qui a interrompu avec un traitement de 2 mois, mais au-delà de 2 mois, il a arrêté. Il ne voulait pas reprendre. Là, c'est ce qu'on appelle. Et puis, il y a eu reprise symptomatique, il y a reprise des lésions radiologiques, etc. Donc, à ce moment-là, je parlerai de reprise évolutive. Ou bien après un arrêt d'un mois ou plus. D'accord? C'est entre 1 mois et 2 mois. Je vais le classer dans cette catégorie de reprise évolutive. Qu'est-ce que c'est que l'échec du traitement de première ligne? La première ligne, c'est la quadrithérapie. C'est le groupe le moins fréquent, mais qui rassemble la majorité des MDR, des maladies chroniques résistantes de la tuberculose. C'est l'échec au 5e mois. Là, c'est la faute à personne. Cette patient qui prend de façon régulière son traitement, mais au bout du 5e mois, parce qu'au 2e mois, je retrouverai les BK, ce n'est pas pathologie, c'est-à-dire ce n'est pas grave. Au 2e mois, on n'a pas encore stérilisé toutes les cavités, toutes les lésions tuberculeuses. Mais au bout du 5e mois, en principe, j'ai tout stérilisé. Mais si au niveau du 5e mois, je vois qu'il y a une détérioration radiologique, parce que le malade, je le verrai 2e mois, 5e mois et 6e mois. 2e mois, j'ai encore les lésions, j'ai encore le BK qui est positif, ça ne m'inquiète pas. Je donnerai toujours le traitement. En arrivant jusqu'au 5e mois, où je referai une radiographie, 2 BK, et si je trouve un BK positif, je vais demander une culture plus un test de sensibilité, parce que ce n'est pas normal qu'ils ne stérilisent pas ces lésions au bout du 5e mois de traitement. Tout en maintenant la première ligne. Je ne vais pas lui donner la 2e ligne, d'accord? J'attendrai d'abord mon test de sensibilité. C'est quoi le test de sensibilité? C'est l'antibiogramme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez, c'est très important, et c'est écrit sur votre guide, rechute, reprise évolutive et l'échec. Alors, quelles sont les nouvelles formulations qui se présentent? Nous avons une association quadruple qui est le RHZE, j'en ai déjà parlé, une association triple, RHZ, une association double, rifampicine, isoniazide. D'accord, excusez-moi, je n'ai pas rajouté l'isoniazide ici. Alors, la streptomycine, elle est réservée au traitement de 2e ligne. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai mise sur la liste des médicaments. Les médicaments, donc, regardez bien, doivent être pris par les malades sous supervision directe d'un agent. On ne donne pas un traitement de 2 mois, jamais. On lui donne toutes les semaines et il revient. Il doit cocher une carte qui est rouge ou rose sur laquelle il doit cocher tous les jours. Est-ce qu'il a pris ou est-ce qu'il n'a pas pris? Et vous avez cette carte et en général, si on veut contrôler si le malade a pris, on lui demande d'uriner et on va voir si ses urines sont rouges parce que la rifampicine dans cette couleur rouge. Et s'ils ne sont pas rouges, on lui dira que vous n'avez jamais pris de traitement. Pour vous dire que la supervision est très importante. Pendant la phase initiale, surtout, et puis sous supervision directe d'un proche, contrôlé par un agent de santé pendant la phase d'entretien. Vous voyez, on les contrôle pendant la phase initiale, la phase d'entretien, surtout pendant les 2 premiers mois, c'est très important.
Il y a 4 drogues à surveiller et dire aux patients. Il revient chaque semaine se ravitailler du traitement qui est gratuit. C'est un traitement qui est disponible et qui est gratuit. On n'a pas le droit d'avoir de rupture. On a eu toutes les ruptures du monde, mais sauf le traitement antituberculeux. Les régimes thérapeutiques de l'adulte. On va voir les régimes de première ligne pour les catégories 1 et 3 à partir de 15 ans. Les nouveaux cas, TPM+, TPM-, TPM- ou TPM0 et tuberculose extra-pulmonaire, les régimes à prescrire sont 2-RHZE pendant 2 mois, 4 mois de rifampicine isoniazide pour les malades entrant dans la catégorie 1. Je vous ai déjà montré ce que c'est que la catégorie 1. Toutes ces TP-là, d'accord? Et les TEP sévères, rappelez-vous. La catégorie 2, la catégorie 3, pardon, toutes les tuberculoses extra-pulmonaires, sauf la miliaire, la méningite, la tuberculose rénale où on la met parce qu'elles sont graves, parce qu'elles jouent un rôle dans le pronostic fonctionnel. D'accord? 2-RHZ, 2 mois de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, 4 mois de rifampicine associée à l'isoniazide pour les malades entrant dans la catégorie 3. Les régimes de deuxième ligne pour les catégories 2, déjà traités. Rappelez-vous, la catégorie 2, c'est déjà traité. On donne le régime de 8 mois de deuxième ligne d'échec. C'est 2 mois de là, il y a 5 drogues. 2 mois de streptomycine, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol. 2 mois. J'arrêterai la streptomycine, on enlève. Je laisserai les 4 drogues. 1 mois. 1 mois de rifampicine, 1 mois d'isoniazide, pyrazinamide et d'ethambutol. Je continuerai de 5 mois avec la rifampicine, isoniazide et ethambutol. Ça, c'est un régime de deuxième ligne pour les catégories 2, déjà traitées. Un régime de réserve en Algérie pour les catégories 4 qu'on appelle les cas chroniques de tuberculose. C'est ce qu'on appelle le traitement de troisième ligne. Le traitement de troisième ligne ou régime de troisième ligne est essentiellement donné aux catégories 4, maladies chroniques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une tuberculose qui n'a jamais négativé. Alors, nous avons les résistances. Voilà, chronique, c'est les résistances. On a l'éthionamide, ofloxacine, kanamycine et cycloserine. Je n'ai pas à détailler le régime de troisième ligne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à votre niveau. Mais un généraliste doit connaître que c'est un patient qui est catégorie 4. Et quand il est catégorie 4, je dis il est multirésistant, j'ai son test de sensibilité à l'antibiogramme, je dois l'envoyer chez le spécialiste. Et ce n'est pas n'importe quel spécialiste, c'est celui, le pneumologue, qui s'occupe essentiellement de la tuberculose. D'accord? Ça, juste pour connaître ce que c'est que les cas chroniques. Alors, les traitements des nouveaux cas de tuberculose, toujours adaptés au poids. Alors là, je ne vais pas lire ces tableaux-là, vous les avez bien illustrés sur vos guides que vous devez télécharger de l'Internet. Il existe, il est gratuit. Catégorie 1, catégorie 3, catégorie 1 et 3. Ce sont des tableaux très simples et que vous pouvez apprendre facilement et les mémoriser. Vous les mettez dans un petit carnet, vous les faites sortir à chaque fois pour les mémoriser. C'est très, très simple et c'est très facile. OK? Ça marche? OK. Alors, les nouvelles formulations se présentent comme suit. Échec bactériologique. Il y a des formulations, quand on vous pose des questions, il faut lire bien vos questions. L'échec est observé au 5e mois de traitement. Là, je me répète. Ou à la fin d'un régime de deuxième ligne qui est bien supervisé directement par les gens qui s'occupent de la lutte anti-tuberculose. Le malade, à ce niveau-là, quand il y a échec, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure, le malade doit être transféré, ce qu'on appelle au niveau 3. C'est quoi le niveau 3? Vous avez vu le programme national antituberculeux, la pyramide, rappelez-vous. La pyramide, vous avez les soins de santé, les soins primaires.
Et puis, vous avez les UCTMR qui s'occupent de la lutte antituberculeuse. Et puis, la pointe de la pyramide est représentée par le CHU. Et par la toute pointe, c'est le ministère de la Santé. Je ne sais pas si on vous a fait cette pyramide du programme national antituberculeux. Là, le malade doit être transféré dès que vous suspectez un échec au bout du 5e mois de traitement ou à la fin du traitement de deuxième ligne, il faut l'envoyer au CHU le plus proche pour prise en charge d'un cas chronique de tuberculose. À bacille, mutation résistante ou présumée telle. Voilà. Les médicaments de réserve. Attendez, pardon. Les médicaments de réserve. Pourquoi j'ai ça qui m'embête là? Alors, les médicaments de réserve nécessaires à la prescription d'un régime de 3e ligne ne sont disponibles qu'au niveau des CHU. Vous voyez, on ne les met même pas au DAT, mais au CHU. Le malade doit venir à l'hôpital, hospitalisé, en contrôle. Pourquoi? Ils ont énormément d'effets secondaires. Et c'est un traitement qui est pris pendant 12 mois, voire 24 mois. On peut aller jusqu'à 2 ans. Et parfois, on n'arrive pas à les stériliser, malheureusement. Voilà, concernant les régimes thérapeutiques de première ligne de catégorie 1 et 3. Pardon, là, je suis revenue. Voilà comment on donne les traitements des cas de tuberculose pulmonaire déjà traités. Vous voyez, ça, c'est le 2e ligne, d'accord? 2 premiers mois, on donne de la streptomycine à 1 gramme. Les 3 premiers mois, on donne le RHZE. Et puis, la phase d'entretien, on donne le RH plus l'éthambutol. Ça, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Alors, tout traitement doit être accompagné par une observance thérapeutique. C'est très important. Tout traitement long, c'est encore plus grave. Pourquoi c'est un problème de santé publique, la tuberculose? L'asthme aussi est un problème de la santé publique. C'est un grand problème de la santé publique à l'échelle mondiale. Mais le problème, c'est que l'asthme, il n'est pas contagieux. Et le vrai problème dans la tuberculose, c'est qu'elle est contagieuse. Donc, vous savez qu'un TP1+, on a dû vous le dire dans la transmission, un tuberculeux cracheur de BK va contaminer annuellement 12 personnes. Imaginez ces 12 personnes, chacune d'elles va contaminer 12 personnes. Vous voyez ce que ça donne? C'est énorme. On a un tuberculeux qui meurt toutes les 24 heures dans le monde. C'est très important et c'est un problème grave, c'est un grand problème de la santé publique. C'est que là, l'observance, elle doit être très rigoureuse. Expliquer l'éducation thérapeutique du malade. Dépistage, il faut dépister des infections tuberculeuses latentes à risque d'évolution vers une tuberculose pulmonaire évolutive. Par exemple, vous venez en pneumo, on vous fait d'ailleurs malheureusement ce qui a manqué cette année, on le fait toujours, moi personnellement je le fais, je fais une IDR, je montre à une externe comment faire une IDR, et puis en données, les externes se faisaient les IDR entre eux pour apprendre la technique, parce que c'est important de voir comment elle se fait, et on se faisait des IDR entre nous. Il y a eu pas mal d'étudiants qui ont eu des IDR fortement positifs, eh bien, qu'on a pu traiter quand on a au-delà de 20 mm de diamètre, c'est quand même important. Donc, c'est un dépistage de tuberculose latente. L'individu, il n'a aucun symptôme. Mais si elle est à 20, notamment chez des personnes qui ont un diabète ou une comorbidité ou un terrain d'immunodépression, il faut traiter rapidement. Ça, c'est très important. Il faut faire aussi une enquête au cours d'un cas index. Qu'est-ce que ça veut dire? Un cas contagieux. Dans la famille, je vous ai expliqué tout à l'heure, un papa ou bien un frère qui est dans cette famille-là et qui vit sous le même toit tous les jours, plus de 24 heures par jour. Donc, vous êtes obligé de prendre toute la famille et de la dépister. Si, par exemple, j'ai une maîtresse qui est malade ou un élève dans une classe de 20 personnes, en Algérie, c'est 40 personnes, 40 élèves, eh bien, s'il y a une qui a fait une tuberculose pulmonaire positive, je dois faire un dépistage à cette classe et à la maîtresse qui est en contact avec cette personne. Parce qu'on passe quand même
beaucoup d'heures sous le même toit avec les mêmes personnes qui sont contagieuses. La même chose au bureau. Je suis dans un bureau, je le partage avec deux, trois copains ou bien avec une personne qui est malade. Eh ben, je suis obligée de faire un dépistage, de faire une radiographie pour voir si je n'ai pas été contaminée. Il vaut mieux le dépister et traiter précocement d'arriver à des lésions très étendues qui vont évoluer vers des séquelles et vers une insuffisance respiratoire. Dans une classe, dans une cellule de prison, si j'ai un qui est positif, ça nous arrive. Hein. En prison, on met deux, trois personnes et ils nous ramènent, comme les conditions ne sont pas favorables, ils nous ramènent un qui est positif. On était obligé de faire le dépistage aux personnes qui vivent sous la même cellule de cette personne contagieuse. Et puis, le dépistage, il se fait également lorsque maintenant le traitement immunosuppresseur est très, très utilisé dans pas mal de maladies auto-immunes, notamment les anti-TNF, la greffe d'organes. Là, on est obligé quand même de faire un dépistage à la recherche d'une tuberculose, qu'elle soit latente ou patente, il faut la rechercher, il faut faire tout un bilan, faire une radiographie, faire une IDR, si l'IDR est négatif. Maintenant, on fait le test au quantiférant qui permet de dépister les tuberculoses latentes. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Elle est obligatoire. OK? Alors, je finis mon cours. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je suis là pour vous répondre. J'attends vos questions, vos commentaires. Est-ce qu'il y a des choses à expliquer? Vous me dites? Allô? Tout est clair. Ça va? Tout est clair, merci. De rien. Donc, je vous souhaite bon courage. Merci. Je pense que vous avez un cours avec le docteur arabe cet après-midi. Oui, on a un cours après. Très bien, parfait. Je vous souhaite bon Docteur, courage. Oui? docteur, lors de la primo-infection dans la phase patente, à la radiographie, on voit un nodule au niveau de la base du poumon avec des Alors, anénopathies. vous n'avez pas bien compris. Le nodule pulmonaire, non. Alors, on peut avoir la primo-infection patente clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai de la fièvre, j'ai une IDR qui est fortement positive et j'ai un érythème noueux. Attends, vous avez un moment, vous voulez rester 2 secondes là? Je vais essayer de voir. Je vais vous montrer juste la. Attendez. Non, je ne pense pas. Vous m'entendez toujours? Attendez, je vais essayer de vous montrer ce que vous venez, parce que vous n'avez pas compris, j'ai l'impression. Non, c'est pas celui-là. 2 secondes. Je dois chercher. Hein. Vous attendez 2 secondes, peut-être. Je verrai. Oui, bien sûr, merci. Juste pour expliquer, vous montrer l'image, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre, en fait. Voilà. Ça veut dire quoi? Il y a une multiplication des BK dans les macrophages, bien sûr, qui vont atteindre les relais lymphatiques. C'est comme une lymphangite, un abcès au niveau de la peau, par exemple de l'avant-bras, et puis si vous palpez au niveau de l'aisselle, vous allez avoir une adénopathie. C'est exactement pareil. Voilà le champ d'inoculation. Il y a la multiplication du BK dans le macrophage, et puis il va réagir, il va avoir un relais lymphatique qui va donner naissance à cette adénopathie, et c'est ce qu'on appelle le champ d'inoculation. C'est une primo-infection patente, et parfois elle passe inaperçue. Parfois, le malade ne vient pas vous voir, ça passe une petite fièvre et ça part. On peut les voir comme des séquelles même. Regardez une primo-infection patente, un grand ganglion qui ressemble à un lymphome. Ça aussi, c'est une jeune de 20 ans que j'ai traitée au dispensaire. Regardez, elle ressemble vraiment à un lymphome. La différence, c'est qu'elle est unilatérale et elle est compressible. Et ça, c'est une primo-infection également patente de la pleurésie tuberculeuse suite à une primo-infection patente. Et toutes ces tuberculoses doivent être traitées
bien sûr, comme tuberculose patente. Est-ce que c'est clair? La demoiselle qui a posé la question. Oui, c'est clair. En fait, je me demandais pourquoi le nodule se situe au niveau de la base du poumon si durant la tuberculose, les lésions sont surtout apicales Non, c'est au la niveau des... multiplication du BK. Il suit le relais lymphatique parce que c'est au niveau lymphatique qu'il y a une multiplication et puis vous avez ce relais qui va vers l'adénopathie. Vous comprenez? C'est les macrophages. Oui. C'est un Donc, durant trajet la... lymphangitique. C'est un trajet lymphangitique. Vous voyez, il y a un contact avec l'adénopathie, tout simplement. Je vous ai expliqué le furoncle au niveau de la peau avec un ganglion au niveau axillaire quand vous faites un petit abcès, un germe banal. C'est bon? Oui, donc dans la forme patente, on peut avoir de la pleurésie, on peut avoir des formes miliaires, ce sont des formes graves. Mais bien sûr, absolument, absolument. Voilà ce qu'on peut avoir. On peut avoir même une primo-infection patente, une tuberculose post-primaire. Vous avez là des adénopathies bilatérales également qui peuvent exister, mais elles sont compressives. Qu'est-ce que la tuberculose miliaire? Regardez cette miliaire, c'est une primo-infection patente. C'est ça. Maintenant, pratiquement, on ne les voit plus chez les enfants depuis le BCG. Vous comprenez? C'est bon? Oui, oui. Ok. Alors, je vous Merci souhaite bon beaucoup. courage, de rien, et au plaisir. J'ai oublié de vous dire, c'est le professeur Yahyaoui du CHU Bnei Messous, pneumoallergologie. Je ne me suis pas présentée au départ. Désolée. Voilà. Ok. Alors, merci et bonne journée. Merci à vous aussi. Bon courage. Au Merci. revoir. Au revoir.